Développer les zones rurales, les rendre plus attractives, les dynamiser pour éviter que les habitants partent, ce sont les objectifs du projet REDIT sur la citoyenneté active en zone rurale. Marie-Raphaëlle Minier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines, basée à Saint-Germain-en-Laye, et vous êtes la chef de la délégation française du projet REDIT. Tout d'abord, pourquoi ce programme? À quoi sert-il? À dynamiser les zones rurales pour que les gens n'aient plus envie d'en partir et que d'autres personnes aient envie de s'y installer. Pour favoriser les initiatives citoyennes et aider un petit peu les gens à mettre en place des programmes, et rédiger un manuel justement pour leur donner des pistes. Avec vous, Antoine Martin, proviseur adjoint du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye, membre de la délégation française. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un projet auquel sont associés plein de partenaires, et pourquoi vous intervenez, vous? Au départ de ce projet, Marie-Raphaëlle Minier m'a sollicité pour notamment présenter l'exploitation horticole, qui fait partie de l'établissement agricole, sachant que l'une des missions de l'enseignement agricole, c'est bien d'animer les territoires. Donc, lorsque la première délégation est venue en France, nous avons été l'un des premiers sites visités pour justement présenter l'ensemble des activités réalisées par l'exploitation horticole et les différentes animations qu'elle réalisait dans ce milieu-là. Et c'est également un intérêt personnel, évidemment, que ce projet. Il y a quelques semaines, vous étiez en Grèce, en septembre dernier, c'était la Suède, et en mars 2018, vous avez accueilli également toutes les délégations dans le département des Yvelines. Tout à fait. Quelles sont les initiatives que vous avez pu voir et qui vous ont marqué? Dans les Yvelines ou... Les trois. Alors plein. Dans les Yvelines, ce qui est intéressant, c'est de voir des gens essayer de développer plein de petites initiatives pour que les agriculteurs se sentent un peu moins délaissés, pour que des étudiants puissent s'installer à moindre frais dans des corps de ferme rénovés. En Suède, c'était la coopération un peu transgénérationnelle où tout un village, toute une communauté se sont impliqués pour dynamiser un projet. La Grèce, c'est des initiatives pour accueillir des migrants, pour être autosuffisant en énergie, pour revaloriser les traditions. Enfin, c'est vraiment très dense. Et vous, Antoine? Il y a quelque chose qui vous a plus marqué, que ce soit dans les Yvelines, donc plus proche, vous vous intégrez dedans aussi, ou même que ce soit en Suède ou en Grèce? La Suède, comme disait Marie-Raphaëlle, des villages où toutes les personnes âgées notamment sont vraiment toutes mobilisées pour transmettre de l'artisanat, de la mémoire sur des choses qui étaient réalisées, sont mobilisées pour refaire vivre leur village et favoriser le retour de jeunes actifs des villes vers leur village. Et dans les Yvelines, vous avez une initiative particulière qui vous plaît? Malheureusement, je n'ai pas pu assister à toutes les visites qui ont été réalisées dans les Yvelines. En revanche, en Grèce, ce qui m'a énormément plu, c'est la visite d'une île appelée Tylos, où le souhait de la mer et de tous les insulaires était de devenir indépendants d'un point de vue énergétique. Et c'était un projet superbe. Et qu'est-ce qui ressort de tous ces échanges que vous pouvez avoir entre délégations? On est confiant ou on est pessimiste quant à l'avenir des zones rurales? Alors, on n'est pas vraiment pessimiste, on essaie de rester objectif en sachant qu'il y a quand même beaucoup de défis à relever. On sait très bien que le guide de bonne pratique qu'on va mettre en place, c'est pas une recette magique pour que les gens restent dans leur campagne, mais c'est une boîte à outils qui peut en tout cas susciter l'inspiration et donner des exemples de gens heureux de faire revivre leur campagne. Donc voilà, on veut être une source d'inspiration. Donc vous êtes confiant? Tout à fait. Les problématiques, est-ce qu'elles sont les mêmes dans tous les pays? On pourrait penser qu'en France, ce ne sont pas les mêmes problématiques qu'en Grèce ou en Suède? Non, ça c'est sûr que non. On pourrait le penser. Maintenant, pour ma part, je trouve qu'il y a quand même un point commun à tous ces pays qu'on a visités, c'est une forme d'isolement. Voilà, si on regarde la Grèce, c'est l'insularité qui isole les différentes populations et qui les amène à aller développer des projets pour dynamiser leur île, d'un point de vue économique, agricole, culturel, énergétique. Si on regarde la Suède, c'est la faible densité de population et l'abandon de certaines infrastructures, type voie ferrée, qui a isolé ces personnes, qui a entraîné une perte d'activité ou une diminution de fréquentation des villages, et qui a entraîné leur isolement. En France, on a beau être en Île-de-France sur la première visite de la délégation, il y a une forme d'isolement quand même, de l'agriculture, puisque si on regarde la mosaïque agricole, elle n'a pas l'air d'être si dense que ça, aux abords de Paris, on est bien d'accord. Et vous partagez cet avis, Marie-Raphaëlle? Oui, tout à fait, notamment dans les Yvelines, où on a des gens un petit peu perdus, surtout les gens qu'on appelle les néo-ruraux, qui quittent les grandes villes type Paris ou Versailles pour s'installer à la campagne en pensant trouver une meilleure qualité de vie, et qui ne comprennent pas pourquoi à quelques minutes en voiture de Paris, il n'y a plus de crèche, il n'y a plus de ligne de train,
Voilà, enfin pourquoi on est si isolé alors qu'on est si proche d'une grande ville. Et votre prochain déplacement, qui sera malheureusement le dernier, aura lieu à la fin du mois de juin en Pologne. Oui. Vous savez déjà ce que vous avez réservé, la délégation polonaise ? Oui, tout à fait. La délégation nous a donné un programme qui est assez dense, encore une fois, avec notamment des visites de petites infrastructures récemment construites, ne serait-ce que pour que les citoyens se sentent bien, des gymnases, des terrains de jeux pour enfants, etc. On va aller voir une ONG qui a décidé de restaurer une zone lacustre pour faire venir des touristes, parce qu'il fait très chaud, Pologne l'été dans les terres, donc pour que les gens puissent se baigner. Voilà, on va un peu sur le même principe qu'en Grèce, voir des communautés qui s'appuient sur le potentiel de leur région pour essayer de la faire revivre. Et notamment une ONG qui a monté un complexe touristique autour de l'agrotourisme et de l'hippologie. Voilà, pour développer un tourisme un peu plus familial. Vous nous avez dévoilé un constat par rapport à la Grèce, à la Suède, à la France, comme quoi il y avait quand même un point commun sur cet isolement. Vous attendez à peu près la même chose en Pologne ? Oui. Sachant que on est quand même vraiment en campagne, on est loin de Varsovie, et les infrastructures routières et ferroviaires sont peu performantes. Donc je pense qu'on va voir des gens qui comptent en fait juste sur eux pour développer des projets. Alors le but, vous l'avez évoqué, c'était de mettre en place un manuel des bonnes pratiques, une sorte de boîte à idées. Tout à fait. Chaque pays y contribue. Quelles sont les bonnes pratiques déjà identifiées dont on pourrait s'inspirer d'un pays à l'autre ? Je vais pas vous dévoiler le manuel maintenant. Mais chaque pays va mettre plusieurs exemples dans cette boîte, ceux dont on vous a déjà parlé. Donc chaque délégation a en charge de rédiger des bonnes pratiques qui l'ont marqué. Et c'est surtout un manuel qui va rester ouvert, puisque c'est un manuel en ligne, c'est numérique, et qui sera ouvert aux commentaires et aux posts pour que des gens disent « Ah bah non, ça c'est faisable en France, mais pas sur une île grecque totalement isolée. Ah tiens, si, ça c'est quand même une bonne idée, on va essayer de le mettre en place. » Ce sont moins des exemples concrets, qui à la finale ne sont pas intéressants, parce que c'est une litanie de petits cas isolés, que d'insuffler un esprit un peu positif, on peut y arriver. Et il y a des bonnes pratiques pour vous qui ne sont pas réalisables en France ? Question piège. Quand on veut, on peut, moi je dirais. Quand on veut, on peut. Oui, il n'y a pas de mauvaise... non, il n'y a pas de bonnes pratiques irréalisables. Je répète, pour moi, le point commun de toutes ces personnes qu'on a rencontrées, de tous ces projets, c'était des personnes investies, motivées, absolument passionnées par leur sujet. Donc à partir du moment où la volonté est là, je pense que tout est possible. Merci Marie-Raphaëlle Minier, je rappelle que vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines. Merci Antoine Martin, proviseur adjoint du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye et aussi membre de la délégation française. Pour en savoir plus sur le programme Read It, la page Facebook Active Citizens in Rural Areas, le compte Instagram Rural Areas et votre site internet maisoneurope78.eu. Merci. Merci.